Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des vitamines pour le sport. On va parler également d'un avantage oublié du sommeil qui est négligé tout court, hein. Et on va parler du meilleur aliment du monde, le plus sain en fait, c'est surtout ça. On va parler de l'aliment le plus sain du monde. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés à votre siège. Ensuite, on parlera du glycogène en musculation, donc comment vider et recharger ses réserves de glycogène, donc en gros l'énergie qui vous permet de tenir votre séance, mais pas que, mais bon. En muscu, le glycogène compte quand même pas mal, quoi. Donc on parlera de ça. Bon, premier article, quelle vitamine ? Alors, autant vous dire tout de suite, c'est un article qui a pour but de mettre en avant la version rééditée du bouquin de Julien Vénesson, qui était... le titre n'a pas changé, c'est toujours la nutrition de la force de mémoire. Que je dise pas de bêtises, ouais, c'est toujours ça. Parce qu'il y a une nouvelle édition, donc là d'ailleurs dans le podcast j'en fais un peu la pub gracieusement, hein, parce que c'est un bouquin que j'avais lu quand j'ai démarré la muscu. Alors je sais pas à quelle mise à jour, me demandez pas les mises à jour qu'il a fait, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ils ont fait un article là sur Public, hein, que vous pouvez aller lire en détail. Et moi il y a que quelques parties qui m'ont intéressé. Notamment une, parce que je sais que ceux qui m'écoutent font souvent des régimes pauvres en glucides, et là, bon alors l'article c'est sur lanutrition.fr, s'appelle « Quelles vitamines pour le sport ?» avec en sous-titre « Les vitamines interviennent dans de nombreux processus essentiels pour le fonctionnement de l'organisme, en particulier le métabolisme énergétique et l'activité des muscles. Quelles vitamines sont intéressantes pour le sportif ?» En fait, il y a une partie, moi, qui m'a déjà... attirer l'attention parce que je vous en parle de temps en temps, mais c'est vrai qu'on n'a jamais de données très claires sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas beaucoup de recul en fait, et on a des populations assez minces qui pratiquent ce genre d'alimentation. L'alimentation pauvre en glucides, riche en protéines. Alors riche en lipides, c'est toujours bizarre de dire riche en lipides parce que objectivement, même si on mange un petit peu plus de graisse peut-être qu'un régime bodybuilding des années 90, on mange quand même moins de graisse que l'alimentation occidentale, quoi. Celui qui mange de manière normale avec ses fritures, ses cordons bleus, enfin voilà quoi. Donc riche en lipides, bizarre quoi. Sauf si on suit une diète cétogène, mais dans ce cas-là, bon, on n'est plus dans ce que nous on pratique, quoi. Donc une alimentation trop riche en protéines et en lipides, comme on peut la rencontrer chez des sportifs qui suivent des régimes hyperprotéinés ou riches en graisse, comme le régime cétogène, on peut donc manquer de vitamines si on n'y prête pas attention. Donc les sportifs peuvent aussi plus utiliser certaines vitamines que les personnes sédentaires. Alors pourquoi ils disent ça ? La première chose, c'est que beaucoup de personnes qui suivent la diète cétogène, pauvre en glucides et tout, ils dégagent l'intégralité des fruits de leur alimentation. Même les petites baies sauvages et tout ça. Moi, je pars du principe que il faut savoir un peu, de ce côté-là, savoir s'écouter un petit peu. Moi, il y a des périodes où je sens que j'ai l'appel du fruit. L'appel du sucre, en fait, moi, j'arrive à l'identifier, c'est l'appel du fruit pour moi. Alors, je sais, c'est très... c'est pas du tout scientifique ce que je suis en train de vous raconter là, mais je me base un petit peu sur les instincts. Les instincts ne marchent pas quand on est la truffe dans la diète occidentale, plein de publicité et tout, mais quand on s'en est détaché pendant un certain temps, même un certain nombre d'années, voire plus d'une décennie pour moi, on a tendance quand même à bien savoir, en tout cas percevoir ce dont le corps a besoin. Et moi, c'est vrai, quand j'ai une envie de sucre, je me dis pas j'ai envie d'une barre chocolatée ou de pain de mie ou de choses comme ça. Je ressens pourquoi je dis sucré pain de mie, bon, je pense que vous aurez compris pourquoi je dis ça. Je ressens plus, en tout cas, je me dirige plus. Je suis sur la route, par exemple, je vais m'arrêter à un maraîcher sur le bord de la route. Là, ici, il y en a pas mal dans le sud de la France.
Et selon la période, je vais soit acheter un melon, soit des pommes, soit des bananes, soit des framboises, peu importe ce qu'il va y avoir, ou des clémentines ou autre. Et c'est vrai que il y a des périodes où je vais ressentir le besoin. Quand j'ai démarré, notamment quand j'ai fait mon premier régime, le premier qui m'a vraiment permis de perdre ces 23 kilos, enfin je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est vrai que je restais vraiment à l'écart de tout ce qui était fruits, tout ce qui était sucré, qui avait un goût sucré, comme les fruits, comme tout en fait. Et je mangeais essentiellement, bon bah voilà, si vous avez lu un petit peu mes travaux, vous savez exactement comment je faisais. Alors je sais qu'aujourd'hui il y en a qui restent à côté des fruits, mais de manière tout le temps. Et j'ai eu la surprise de voir que beaucoup de personnes en fait ne mangent pas beaucoup de légumes quoi. Pour eux, les légumes ça reste même en étant sportif du domaine de la bonne conscience, c'est-à-dire qu'ils vont en mettre un petit peu pour avoir bonne conscience dans l'assiette, mais majoritairement ça va être des protéines quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas terrible. Alors, je sais qu'il y a des adeptes de la diète carnivore que je respecte. Hein. Enfin, j'ai toujours du mal avec le mot je vous respecte parce que ça veut juste dire je vous passe de la pommade avant de vous sabrer quoi. Enfin bon bref. Non, ce que je veux dire en fait par rapport à la diète carnivore, c'est que personnellement moi, je trouve pas que c'est intéressant sur le long terme de manger que de la protéine animale quoi. J'aurais tendance à moi je suis plus en mode diète méditerranéenne, allégé en glucides. En fait, on reste sur les mêmes sources plus ou moins que la diète méditerranéenne, où les glucides, on va plus aller chercher par contre de la patate douce et du riz plutôt que du gluten pour ceux comme moi qui sont un peu sensibles au gluten, mais plutôt sur ce ratio-là en termes de protéines venant de la mer, venant de la terre, des œufs, etc. quoi. Mais comme je vous disais, il y en a beaucoup qui se passent des végétaux, y compris des légumes. Donc effectivement, on sait aujourd'hui quand même, enfin, je pense que tout le monde est plus ou moins au courant que même l'ignorant moyen sait que les vitamines, on les trouve plutôt dans le règne végétal qu'animal, même s'il y en a aussi dans le règne animal. Hein. Mais quand on dit aux gens de manger ces légumes, c'est pourquoi? C'est pour les vitamines. On dit une orange, pourquoi? Pour la vitamine C. Enfin, il y a quand même des choses qui sont assez bien ancrées dans la tronche de la population générale de ce côté-là, quoi. Mais bon, bref, on a des besoins en vitamines. Alors, il y a la vitamine C, ils disent, hein, pour la synthèse du collagène. Alors, avant ou après le sport, en raison de son rôle dans la régénération des tissus, la vitamine C peut aider à la récupération musculaire après l'entraînement, comme ils disent. Hein. La B12 et la B et les autres vitamines B donc servent à la production d'énergie dans l'organisme. La carence en vitamine D, essentielle pour la santé osseuse et tout ça, donc plutôt profitable aux sportifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? La K et la K2, pareil pour la santé osseuse. Bon, après, il parle surtout de bien s'hydrater, Alors, boissons de l'effort, c'est là, moi, où je diffère. Il y en a beaucoup qui sont pour les boissons d'effort, du style glucides et minéraux. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Et même, il y en a qui sont pour des boissons type hydrolysat de protéines et tout. Alors, moi, je marche un peu à l'ancienne de ce côté-là. Hormis les sports d'endurance où vous avez tendance à vraiment taper dans vos réserves en fait. Hein, pour les sports de force, je sais qu'il y en a beaucoup. Alors, ça peut être intéressant quand vous faites une grosse prise de masse, quand vous avez du mal, enfin une grosse prise de masse, quand vous essayez de prendre du muscle et que vous avez du mal à en prendre, d'aller chercher dans des boissons glucidiques durant l'entraînement. Moi, j'ai du mal à m'abreuver en glucides à IG élevé durant l'entraînement. J'ai du mal avec les sucres rapides. Donc consommer du sucre comme ça, surtout quand on s'entraîne régulièrement, donc ça veut dire quoi, minimum 5 fois par semaine pendant 1 heure, boire une boisson sucrée. Personnellement, j'ai du mal. Il y a une espèce de résistance en fait à ces boissons-là, et quand il y en a qui me demandent pourquoi, je leur réponds la première chose, c'est pour la santé bucco-dentaire, parce que ça reste quand même du sucre. Hein. Et ensuite, parce que aussi, moi, j'ai un biais, c'est que le biais de départ que c'est que moi, j'ai fait de la muscu pour perdre du gras. C'est-à-dire me muscler, évidemment, mais d'avoir un physique plutôt dessiné que massif.
Moi, c'est ça. Mon objectif, c'est pas d'être volumineux. Mon objectif, c'est de rester dessiné, d'avoir des muscles apparents. Et pour ça, il faut maintenir un taux de gras relativement bas. Et pour ça, il faut, si jamais, par exemple, le week-end, je mange un peu plus ou un peu moins, enfin, peu importe, avec les variations de régime alimentaire, d'apport calorique et de dépenses énergétiques, enfin toutes ces choses-là, mon entraînement sert un peu de régulateur, sert aussi à brûler du gras. Et si j'apporte durant ma séance d'entraînement des glucides, je vais moins taper dans mes graisses en fait. En fait, si j'apporte une source d'énergie plus facilement disponible, mon corps va pas s'embêter à aller déstocker du tissu adipeux, quoi. Et croyez-moi, quand il y en a qui disent c'est pas aussi simple que ça, si, c'est aussi simple que ça. En bout de chaîne, en fait, quand vous regardez les réactions, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon cours sur les glycogènes longuement, et j'en ai longuement parlé hier, et je pense que tous ceux qui sont intéressés, allez le voir. Mais j'en parlerai plus à la fin, mais vraiment, là, c'est le truc le plus complet sur le glycogène que vous aurez pas... Enfin, vous avez jamais entendu, quoi. C'est pas le fruit de ma pensée, hein. C'est basé sur la science, les sportifs de haut niveau, les stratégies de récupération des athlètes. Enfin, c'est vraiment. Moi, j'ai aucune prétention. Je suis pas un génie du sport, hein. Je suis un pratiquant comme vous et plus concerné parce que c'est mon travail au niveau de la recherche, quoi. Bref. Bien dormir, une bonne nuit de sommeil peut faciliter le respect des objectifs en matière, enfin le maintien des objectifs en sport. En gros, quand vous dormez bien, vous avez plus tendance à aller à la salle le lendemain et à pas sortir des clous au niveau de votre diète. Alors, alors ça vient de l'association américaine du cœur, donc en anglais ça donne quoi exactement le terme que je vous donne, American Heart Association. Ils disent que les pratiquants si vous faites du sport, vous avez plus de chances d'aller à la salle et de tenir votre diète si vous avez bien dormi que si vous avez mal dormi, globalement. Elle est pareil, avec les programmes de perte de poids, a été mesurée par les pourcentages de séances d'intervention, etc., etc. Donc, l'hypothèse qu'ils ont, eux, ce serait que les hormones... Alors, nous avions émis l'hypothèse que le sommeil serait associé à la modification du mode de vie. Cependant, nous ne nous attendions pas à avoir une association entre la santé du sommeil, donc la qualité du sommeil en gros, et les 3 mesures de modification du mode de vie, a-t-il déclaré. Bien que nous ne soyons pas intervenus sur la santé du sommeil, dans cette étude, ces résultats suggèrent que l'optimisation du sommeil peut conduire à une meilleure adhésion à des modifications du mode de vie. Donc, globalement, vous savez que quand on demande, vous savez, au bon beauf muscu, premier degré, tout ça, ou en salle, ou sur sa chaîne YouTube, comment on fait pour prendre du muscle? Bon, il y a plusieurs choix. D'abord l'entraînement, hein, et puis 70% la nutrition, hein, c'est très important la nutrition, 70% au moins, hein, sans la diète tu fais rien. Et puis le repos aussi, hein, le repos, sommeil. C'est sans repos, pas de construction de muscles. En fait, c'est ça, je caricature, mais c'est un peu ça dans tous les discours. Et moi, j'essaye de vous dire à chaque fois, ne voyez pas, en fait, pour moi, le sommeil, nutrition et sport, et on pourrait inclure dedans ce que vous faites de votre journée, le niveau de stress, enfin tout ça. Pour moi, c'est comme un nageur si tu lui disais de nager qu'avec un bras ou qu'avec un orteil. Non, le nageur, il nage avec ses 2 bras, il y a ses doigts qui sont en mouvement, il respire et donc il bouge sa tête, il y a ses bras qui bougent, son dos qui oscille également. Il se passe de rien, il y a rien qui est plus important en fait. C'est un tout, c'est un mécanisme, c'est une machine à l'œuvre, et ben c'est ça en fait. Le mode de vie pour la muscu, ce ne sont que des engrenages. Vous pensez à une montre suisse, un mécanisme de montre automatique. Vous pouvez pas enlever en fait un engrenage sans que tout le reste s'arrête, quoi. Et là, c'est un petit peu la même chose. Et il n'y a pas un rôle, si vous voulez, d'un truc, c'est plus important que le reste. C'est un tout. Puisque dans tous les cas, même la personne qui dort mal, en fait, elle est obligée de dormir à un moment donné. Donc, elle aura toujours du sommeil. Donc, c'est un tout. Après, on peut avoir plus ou moins un mécanisme de bonne qualité de montre, comme on peut avoir un mécanisme ou un mode de vie de meilleure qualité pour prendre de la masse musculaire. Donc c'est parce que tout s'est bien emboîté. Et là, en fait, ce qu'ils sont en train de se rendre compte, ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'avant, on savait plus ou moins que le sommeil en tant que tel perturbait, c'est-à-dire que vous avez
une glycémie plus instable, etc. dans la journée quand vous avez mal dormi. Mais par contre, le fait d'aller à la salle et de plus suivre sa diète, la piste ce serait peut-être la leptine, en fait les hormones régulatrices de l'appétit, qui le lendemain seraient plus on va dire mieux dosées, plus cohérentes par rapport à la norme. Alors moi mon hypothèse aussi là-dessus, c'est que quand on prive un organisme de sommeil, moi je pars du principe que l'organisme cherchera toujours à obtenir satisfaction. C'est-à-dire que si son énergie ne l'a pas eu par le sommeil, même si c'est pas la même chose, il cherchera à tenir autrement. Donc il va vous demander de le caféiner, il va vous demander... Alors caféine, je pense que instinctivement on n'en trouvait pas tout le temps, mais... donc votre organisme va lui demander d'être caféiné et va lui demander d'être glucidifié en gros. Donc c'est peut-être pour ça que on a des envies de sucre dévorantes quand on est complètement fatigué, parce que il faut tenir la journée, parce qu'on a que 5 heures, 4 heures de sommeil, parce qu'on a vraiment mal dormi. Et en fait, en régulant ça, en dormant mieux, ce qui pourrait être le premier conseil que vous donneriez à votre neveu ou votre beau-frère qui se met à la muscu, ou à votre belle-fille, ou peu importe, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de... on va pas faire d'inégalité là-dedans. Ce serait d'abord de lui dire comment tu dors en ce moment. Tu dors à heure fixe, tu te lèves à heure fixe, t'as à peu près tes 8-9 heures si t'es un ado, voire plus, 10 heures, 12 heures. Essayez de voir, d'abord parler là-dessus et de lui dire, écoute, premier exercice, règle ton sommeil, on en parle la semaine prochaine. Et en fait, pourquoi ? Parce que un bon sommeil permettra à l'individu d'être présent à la salle le lendemain, de pas dire, la flemme, et de tenir sa diète. Ça veut dire quoi, tenir sa diète ? Ça veut dire que le matin, quand il va passer devant le bol de Nesquik ou ses flocons d'avoine avec ses œufs ou sa tranche de jambon, parce que oui, évidemment, au début, on peut s'autoriser un peu de jambon. On n'est pas encore un tortionnaire de la diète saine. Il va choisir l'option la plus cohérente par rapport à son objectif, on va dire. Et ça, je pense que c'est une bonne chose de commencer peut-être par ça, de dire le sommeil. Est-ce que le sommeil de bonne qualité, c'est pas le pilier, quoi. C'est pas un peu genre, c'est bon, t'as la dalle bien fixe, bien droite, là, tu peux construire les fondations, quoi. Enfin, tu peux monter les murs qui seront la diète et l'entraînement, quoi. Alors pourquoi je raconte ça ? Oui, parce que il y a aussi ce truc sur le jambon, là, j'y pense. Parce qu'il y en a qui sont en train de se dire, il est complètement, lui, avec la diète, c'est même le jambon, c'est pas sain, quoi. Si vous voulez, je crois qu'il y a un terme maintenant qui dit, quand vous savez, les gens qui mangent très sainement, c'est quoi ? C'est pas l'orthorexie ? Attendez, je regarde en même temps que je vous parle. Maintenant, je peux faire pause, en fait. Allez, voilà. Donc l'orthorexie, c'est un comportement névrotique caractérisé par l'obsession d'une alimentation saine. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais je vais pas lancer de théorie ou quoi là-dessus, mais moi, personnellement, j'ai l'impression, ça serait très pratique que, si moi, par exemple, je vendais de la bouffe ultra transformée, ça serait ultra pratique pour moi que de faire d'une maladie, de ne pas manger mes aliments, en fait. Vous voyez le truc ? Alors, il y en a, ils vont me dire c'est du complot, mais peu importe, je trouverais ça pratique de dire, attends, manger trop sain, c'est une pathologie, monsieur. Ah merde. Oui. Il faut manger un peu de ce que je propose, même si c'est une saloperie qui va te rendre malade à terme, hein, mais il faut la manger quand même, parce que sinon, ça veut dire que t'es malade. En fait, on est toujours malade. Si on la mange, leur truc, au bout d'un moment, on est malade, mais si on la mange pas, on est aussi malade. Donc, en gros, on est toujours malade, hein. Si on lit, personne n'est vraiment sain et en pleine santé, quoi. Mais bon, l'orthorexie, c'est un peu comme la bigorexie, ou je sais plus trop quoi, les gens qui font trop de sport, en fait, c'est maladif. Et comme disait Étienne Klein dans une de ses conférences, est-ce que la smolorexie existe, c'est-à-dire l'abus de canapé, de chips et de télé, quoi. Et ça me fait toujours rire d'y penser, parce que c'est vrai que personnellement, j'ai rencontré énormément de sportives et de sportifs dans ma vie, et les seules problématiques que j'ai pu trouver, c'est surtout de l'anorexie. Mais tous les autres trucs, et encore c'est assez rare, hein, l'anorexie, j'ai plus rencontré de gens parfaitement équilibrés, voire qui mangeaient encore un peu trop de la saloperie, plutôt que des gens anorexiques. Et heureusement d'ailleurs. Donc l'abus comme ça, il y en a pas trop, parce qu'en fait, on peut pas abuser trop longtemps du sport et tout, parce que tôt ou tard, en fait, le corps ne répond plus, ou on se blesse, fracture de fatigue, ou une tendinite, ou un truc qui va nous clouer au sol. C'est-à-dire que l'abus,
et tamponner, vous l'avez tous vécu, une tendinite. Voilà, je me suis fait une tendinite. Bon, pourquoi j'ai fait une tendinite? Parce que j'ai abusé, j'ai sursollicité mon corps alors qu'il avait envie de plus récupérer. Je crois que c'est Gundil qui disait ça. Il disait une tendinite, si on peut résumer les choses, c'est plus ou moins du surentraînement de tendons. De plus en plus, en fait, je pense dans ce sens-là moi aussi, parce que, alors moi je dirais du surentraînement de tendons parce qu'on le sollicite surtout toujours dans le même axe. En fait, moi c'était une période où je faisais beaucoup d'entraînement au poids de corps. En plus je faisais ma muscu. Donc normal au poids et haltère, parce que non, je suis pas passé au poids de corps. Et puis après, j'allais courir, faire un peu de cardio dans la nature et au bord du lac à côté de chez moi. Et en fait, quand je passais à côté de la barre de traction, je pouvais pas m'empêcher d'envoyer des répétitions, quoi. Et vu que je fais tout comportement de manière un petit peu répétée, disciplinée et militaire, j'y allais tous les jours, et tous les jours je répétais le truc. Au bout d'un moment, bon, ma coiffe des rotateurs, elle a dit va te faire foutre. Et donc du coup j'ai mis 6 mois à récupérer de ça. Donc erreur payée assez chèrement, on va dire. Ça ne dit pas chèrement, je crois. Mais bon, bref. Pourquoi j'ai dévié tout sur ça? Parce que c'est vrai qu'alimentation saine, ça fait toujours sourire, quoi. Ça fait toujours sourire parce que ça devient pathologique de chercher à manger sainement. Mais en fait, suivez toujours le truc. À qui, et j'aime pas moi tomber dans le complot, hein, parce que je déteste ça. Pour moi, c'est tomber dans une sorte de secte. Je déteste ça. Mais à qui profite le fait qu'il y ait des orthorexiques? Moi, j'en sais rien. Mais enfin voilà, quoi. De dire c'est pas aux nutritionnistes, ou enfin je veux dire, c'est pas là, il y a même pas de médoc pour ça. Bon, je vous demande d'y répondre vous-même, quoi. Il y a un aliment qui serait le plus sain du monde. Alors c'est un vieux truc de 2014, mais ça a été repompé là par Futura Science le 11 mars 2023. Chef de rubrique santé Julie Kern en a parlé, et en fait ce serait le cresson de fontaine qui serait, alors il y a un protocole qui listerait les trucs machin par rapport à la teneur en vitamines, oligo-éléments et tout pour la santé sur un score de 100, donc de 0 à 100 parmi ces sections. 41 fruits et légumes sont considérés comme un PFV. Donc PFV veut dire Powerhouse Fruit and Vegetable, et donc du coup il disait que le cresson de fontaine avait 100 sur 100 par rapport à ça, suivi du chou chinois avec un score de 91,99 et des blettes avec un score de 89,22. Les blettes, j'adore ça. Alors je vais vous donner là un petit conseil. En ce moment, il y en a là sur les étals en plus. Des blettes, enfin en tout cas là où moi j'en prends sur les circuits courts, là j'en ai vu l'autre jour. D'ailleurs, les prix sont devenus abusés. Petit aparté, je faisais mes courses là en circuit court. Là, j'y vais de temps en temps pour prendre des poissons. Donc, j'ai mangé de la barbue, super bon comme poisson. Mais quand je dis super bon, c'est vraiment un poisson. Alors, il y a des arêtes, il faut le faire cuire et faut le vider et tout. Je sais, il y en a beaucoup qui vont abandonner. Là, ils m'ont entendu, ils ont déjà abandonné l'idée. Mais c'était le moins cher de l'étal actuellement. Alors, parce que pêché localement, près de chez moi. Et super bon, la chair, mais vraiment un goût, j'avais jamais goûté, j'ai vraiment séduit, quoi. Et j'ai voulu prendre des asperges. Il y avait des asperges, c'est pas vraiment la période, je crois, mais il y avait des asperges. Et en fait, je prends la botte d'asperges pour mettre dans le panier. Puis en fait, parce qu'au par automatisme, je connais à peu près le prix. Et je jette un œil au prix, je sais pas, comme si mes instincts, ils m'ont détourné les yeux vers la planche écrit à la craie avec le prix. Je regarde, je vois marqué 9,99 €. Et là, en fait, erreur 404, quoi. 9,99 €, il n'y avait même pas 500 grammes d'asperges. Et là, je me dis, merde. À quel moment, en fait, les asperges subissent autant l'inflation? Je veux dire, ça sort de la terre, quoi. Et il faut m'expliquer, c'est quoi? C'est l'eau qui est plus chère? C'est la terre qui est plus chère? Enfin, le transport, c'est censé être circuit court, donc je comprends pas, en fait. Est-ce qu'ils se foutent de notre gueule? Est-ce qu'il y a de l'abus réel? Enfin...
Et c'est pas possible, en fait. Je peux pas mettre 10 balles dans des asperges. Ça représente pas un repas, des asperges. C'est juste un accompagnement, quoi. C'est, voilà. Qui peut aujourd'hui, enfin, je veux dire, c'est devenu plus cher que de prendre des asperges au restaurant. Enfin, je sais pas si on se rend compte des choses, mais c'est abusé. Bon, bref, petit aparté, mais il y avait des blettes aussi. Et les blettes, je vais vous donner une petite recette. Juste, vous les faites revenir avec un peu d'huile d'olive et de l'ail et un peu de persil à la poêle. Tranquille, mais à feu doux, hein. Les faites pas griller, faites pas fumer votre huile. Et ça, avec ça, vous mangez soit une viande type du porc. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent qui mangent pas de porc ou qui passent à côté, mais un peu de porc vapeur. Moi, j'aime bien en manger de temps en temps quand il y a des promos sur des morceaux maigres ou sinon de la dinde ou autre. Et vous mangez juste ça comme ça. C'est hyper fondant comme légumes. Vous pouvez manger ça avec du poisson aussi, hein, ou avec des protéines végétales si vous êtes plutôt de type protéines végétales, des œufs, si vous mangez des œufs, si vous êtes végétarien. Mais peu importe, en fait, vous vous débrouillez, vous faites la protéine que vous voulez. Et juste les blettes comme ça. Alors, je sais que c'est un peu galère quand vous achetez ça. Vous vous dites, mais attendez, c'est quoi ce machin? Ça rentrera pas jamais dans mon frigo, c'est trop grand et tout. Faites le test, c'est vraiment sympa. Donc, Cresson de Fontaine, score de 100 sur 100 pour les apports vitamines, minéraux. Alors, il disait que d'en manger 100 grammes, vous avez 52% des apports journaliers en vitamine C, 238% de ceux recommandés en vitamine K, etc. Enfin non, pas etc. d'ailleurs, juste ça. Et donc voilà. Donc vous savez un peu plus sur cette fameuse, sur ce fameux aliment le plus sain du monde. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que ça date de 2014 et que le lien, enfin, ça a été republié là le 11 mars, mais que les liens, tout ce dont je parle, c'est linké dans les notes du podcast, hein, pour les plus pointilleux. Voilà. Alors, le glycogène, vider, recharger son glycogène. Pourquoi? Enfin, aujourd'hui, je pense que vous êtes au courant que ce qui fait que vos muscles sont bien pleins, bien durs, etc., bien congestionnés et tout, ce qui participe à ça, c'est la teneur en glycogène. Alors congestionné, non, pas vraiment, mais un peu quand même. Mais c'est surtout ce qui va faire que vous allez au repos avoir des muscles bien ronds qui vont bien plaquer la peau, etc. C'est la teneur en glycogène. Ce qui va faire aussi que vous êtes capable de produire des séances à vous faire péter une durite, donc des séances avec beaucoup de performance, c'est aussi la teneur en glycogène de vos muscles, mais pas que. J'en ai parlé longuement ce week-end. Et d'ailleurs, il y avait un petit bug sur la vidéo, il n'y avait pas le son au début, donc heureusement, j'ai corrigé ça dans la foulée, et c'est bon, c'est maintenant avec le son sans problème. Donc vous allez savoir comment vider ou remplir son glycogène, donc votre glycogène en muscu, quel est le lien avec le niveau d'énergie, comment le glycogène fournit de l'énergie aux muscles, où se trouve le glycogène dans le corps exactement, parce qu'il y en a qui disent glycogène, ils parlent, mais ils savent pas où c'est en fait. Et il faut pas dire dans les muscles, hein, on va voir un peu plus en détail. Ce qu'il se passe quand le glycogène hépatique arrive à 0. Faut-il prendre des glucides durant l'entraînement de muscu? Cerveau et glycogène, donc comment ça se passe? Combien de glucides par jour pour reconstituer totalement son glycogène? Des petites astuces sans avoir besoin de consommer des glucides, et pour refaire pas pour refaire du glycogène, mais pour favoriser ça. La teneur en glycogène du corps, donc le poids total, comment surcompenser ses réserves de glycogène. Donc surcompenser, ça peut être intéressant si vous voulez être hyper gonflé ou d'augmenter vos quantités d'énergie stockées en fait. Hein. La fatigue liée au glycogène, l'âge, le sexe et le glycogène, y a-t-il des différences? Le rôle du glycogène sur la prise de muscle, quel temps faut-il pour synthétiser du glycogène, le glycogène en progression quand vous faites de la muscu, les fenêtres glycogéniques existent-elles après la muscu, apport journalier en glucides pour les athlètes en fonction des activités physiques du jour. Donc là, on a carrément des détails scientifiques par rapport à votre quantité de glucides dont vous avez besoin en fonction de ce que vous faites de vos journées. Donc j'en avais déjà fait une vidéo, mais là, vous avez des apports scientifiques sur le sujet. Les glucides, à consommer pour faire du glycogène. Donc les aliments riches en glucides pour le glycogène. Donc vous aurez tout ça sous forme de PDF plus vidéo. Donc le lien, il est directement là sous le podcast, dans les notes du podcast. Allez voir ça. Là vous allez avoir un bon niveau sur les capacités énergétiques de l'organisme à l'entraînement, que ça soit cardio ou muscu. Voilà.
Donc merci de m'avoir suivi. Allez, pour continuer à passer du temps ensemble, allez voir tout ce que j'ai mis en description. Vous avez un lien ou par mail, hein. Souvent aussi vous recevez les liens du podcast par mail. Et on se retrouve sinon la semaine prochaine ou dans les liens en description. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.